Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Avant de vous présenter l'épisode qui va venir, je tiens déjà à vous remercier pour vos retours, pour vos écoutes, pour vos petits messages. Peu importe la régularité de mes épisodes, j'aime beaucoup trop ce format pour l'arrêter et j'ai encore des choses à dire. Donc merci de me soutenir, de m'écouter. Bref, maintenant que la déclaration d'amour est faite, venons à notre épisode. Mon invitée s'appelle Caroline, elle a 22 ans. C'est une petite jeune, mais pas que. Je l'ai rencontrée par hasard pendant nos cours de théâtre cette année et dès le premier jour, je me rappelle très bien, je me suis fait la réflexion qu'avec un physique pareil, qu'on prenait très très grande, très très mince et très très jolie, elle avait forcément la carrure d'une mannequin. Elle est mannequin depuis qu'elle a 17 ans. Il y a tant à penser et à dire sur ce milieu que je ne connais absolument pas. Déjà parce qu'avec ma taille, ça risquait pas de me concerner. Mais en plus parce que la mode et moi, ça fait à peu près 4. J'achète des vêtements quand les anciens sont troués et encore. Donc disons que j'étais pas la plus apte à en parler. Pour en revenir à Caroline, j'ai forcément voulu en savoir plus sur les dessous du mannequinat, sur son rapport à ce fameux diktat de la minceur qui fait tant parler de lui, la vérité sur les préjugés qu'on peut se faire de ce milieu, et plus sérieusement, est-ce qu'elles gagnent leur vie? Comment agissent les agences vis-à-vis des filles? Sont-elles perçues comme des objets? Comment est-ce qu'on arrive à se construire une identité forte et détachée des étiquettes? Donc voilà le programme. Donc bienvenue à toi Caroline. Bonjour Marie. Je te laisse te présenter un petit peu. Alors du coup, je m'appelle Caroline, j'ai 22 ans, je suis française. Je suis née en région parisienne que j'ai quittée avec ma famille pour déménager dans le sud-ouest quand j'avais 10 ans, jusqu'à mes 19 ans. J'habite à Paris depuis presque 3 ans, où je travaille du coup en tant que mannequin. Comment t'en es arrivée au mannequinat? Le lycée, le collège, tout ça, moi c'était pas trop mon truc. C'était un peu une torture pour moi de rester assise toute la journée, tout ça. Donc c'est vrai que j'avais pas envie de continuer après le lycée mes études. J'ai toujours voulu faire du cinéma dans l'écriture et la réalisation. Et du coup, quand j'ai arrêté le lycée, j'ai voulu d'abord prendre mon indépendance déjà financière par rapport à mes parents et vraiment vivre ma vie tout simplement. Puis 1 an plus tard, je suis partie à Paris et j'ai rencontré ce qu'on appelle un scout. C'est quelqu'un qui travaille la plupart du temps pour des agences de mannequins. En gros, c'est des chasseurs de tête. Et donc, quand ils tombent sur une petite jeune qui a par exemple 16-17 ans, ils vont vraiment essayer de la voir pour la placer en agence parce que c'est à cet âge-là que ça débute à peu près. C'est marrant comment tu le dis, on dirait vraiment ils sautent sur la chair fraîche pendant qu'elle est encore bonne à prendre quoi. C'est exactement ça. Ce qu'on appelle des bookers, c'est ceux qui nous bookent sur des boulots, ceux qui nous trouvent du travail. Et qui trouve une jeune fille comme ça qui a tout à fait le potentiel. Donc il faut savoir qu'il faut faire à peu près 1m76 et encore c'est petit, 78, 80, ça peut aller jusqu'à 84 à peu près chez les filles. Plus t'es grande, mieux c'est. Il faut être mince, avoir on va dire un joli visage. Du coup, moi, c'était à 17 ans, quand j'étais encore au lycée, ma sœur m'a trouvé une agence sur Internet et m'a dit, tiens, pourquoi ne pas essayer? Je me suis dit, pourquoi pas? Sans forcément en avoir vraiment envie. Enfin, c'était pas non plus quelque chose qui m'attirait vraiment. Donc en fait, quand tu étais au lycée encore, tu t'es dit, vas-y, je teste un concours ou un truc du style, et puis bon, comme ça, quoi. Exactement, voilà, ça a commencé avant que je parte à Paris. Ça a commencé à 17 ans, en fait, donc j'ai envoyé une candidature à une agence de mannequins sur Bordeaux qui m'a fait passer un casting. J'arrive, il y avait déjà une longue queue devant moi, je remplis un papier, et là, ils me mettent sur le côté, comme un article qu'on met dans son panier. Ils me prennent en photo, ils prennent mes mensurations, ils me disent à la fin, Caroline, du coup, on est intéressé par ton profil, est-ce que tu voudrais signer avec nous? Donc du coup, je me suis dit oui. C'était qui comme marque? Alors du coup, c'était une agence. En gros, les agences te font après travailler pour les marques. C'est comme ça que j'ai commencé. Comme j'étais au lycée et que Bordeaux, c'était à 1 heure de ma petite campagne, j'ai pas vraiment travaillé, sachant qu'au début, il faut faire un book. C'est-à-dire, c'est des photos toutes simples de ton visage, de ton corps, habillé bien sûr, pour voir à quoi tu ressembles. En gros, il y a aussi ce côté un peu de produit. C'est vrai qu'on nous prend sous toutes les facettes pour voir à quoi on ressemble. C'est comme un peu un portfolio pour te présenter à des marques ou à leurs clients. C'est exactement ça. C'est un peu ta carte d'identité, c'est vraiment ce qui te présente, quoi. Quand tu vas en casting, du coup, t'amènes toujours, bien sûr, ton book avec toi pour montrer à quoi tu ressembles en photo. Ta sœur, elle a quel âge? Ma sœur, elle a 2 ans de plus que moi. Elle a jamais été contactée pour faire la même chose que toi? Alors, elle est pas très grande, ma sœur. Elle fait 1m... Enfin, pas très grande. Elle fait 1m70, je crois. Elle est trop petite, ouais. Mais du coup, à cette époque-là, t'envisageais quand même de te lancer dans le cinéma plutôt. Enfin, le mannequinat était plutôt quelque chose du type loisir en attendant, histoire de quoi. C'était... En fait, moi, comment j'ai vu le mannequinat au départ, pour moi, ça a commencé quand je suis arrivée à Paris, quand j'avais 19 ans, du coup. En fait, c'est vraiment quelque chose auquel j'avais jamais vraiment réfléchi. On m'a toujours dit depuis toute petite, tu devrais être mannequin, qu'est-ce qu'elle est grande, tout ça.
Mais moi, j'avais jamais réfléchi, ça m'intéressait pas. Je connaissais rien à la mode. Comme tu disais tout à l'heure, les fringues, j'aime bien m'habiller normal. Mais bon, c'est pas une passion, quoi. J'ai jamais regardé de défilé. Je lisais pas de magazines. Enfin, aujourd'hui, toujours pas, d'ailleurs. Et en fait, je suis arrivée à Paris, du coup, j'ai vu ce scout qui me parlait depuis bien 2 ans et qui voulait vraiment me faire travailler à Paris. Il m'a trouvé en 1 heure du travail. Et là, c'est là que j'ai vraiment commencé. J'ai été en fitting, ce qu'on appelle les fittings, c'est les essayages. Chez Chloé, je suis restée 3 mois à travailler chez eux. Tout s'est enchaîné sans vraiment que je puisse vraiment planifier quoi que ce soit, quoi. Donc mais un peu, en quelque sorte, je l'ai cherché, mais en même temps, ça m'est un peu tombé dessus comme ça. Mais du coup, ça a mis entre parenthèses tes éventuels projets d'études dans le cinéma. Mon plan, en quelque sorte, après le bac en tout cas, c'était de prendre mon indépendance déjà financière. Et pour ça, bon voilà, mes projets cinéma, j'ai mis ça de côté. Mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps avant de, comment dire, j'ai laissé quand même 3 années de mannequinat avant de vraiment pouvoir réfléchir à ce que je pouvais faire. J'ai vraiment mis 3 ans à écrire, quoi. Et c'est vrai que j'ai mis un peu de temps. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de te lancer à fond dedans plutôt que de prendre d'autres jobs ou faire autre chose? Le mannequinat, c'est quelque chose qui paye bien, on va se le dire, quand tu sais faire marcher la machine. C'est vraiment soit tu travailles très bien, soit tu travailles pas du tout. Et si tu arrives à travailler régulièrement, je préfère faire ça plutôt que d'aller m'embêter à travailler dans un bar où j'ai travaillé par exemple au McDo où je gagne 3 fois rien et ça me prend pratiquement tout mon temps. Alors que là, t'as pas besoin de bosser beaucoup et tu gagnes quand même bien. Par rapport à ce que tu travailles, je veux dire, tu gagnes bien. C'est pas forcément facile, mais par rapport à d'autres métiers, on va dire que le rapport gain, énergie dépensée, temps pris, c'est intéressant, quoi. En termes d'énergie dépensée, c'est très 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 physique. Ah C'est bon? mentalement et physiquement, c'est très dur. Bah tiens, justement, on va en venir. À quoi ressemblerait une journée ou une semaine type d'une mannequin comme toi, on va dire, en tout cas de ton regard à toi, qui vit de ça? Alors, il n'y a pas vraiment de journée type parce que en fait tout change tout le temps, c'est très aléatoire. Les journées, les semaines, elles sont vraiment jamais les mêmes. On sait jamais d'une semaine à l'autre ce qu'on va faire et ça, franchement, c'est un peu l'aspect négatif. On ne peut rien prévoir. Globalement, en fait, si on prend par exemple le prêt-à-porter, quand on travaille par rapport au textile, ça se découpe en plusieurs parties. Ce qu'on appelle des saisons, par exemple, tu as plusieurs Fashion Week, tu as septembre-octobre, janvier, février, mars à peu près, et après tu as juin-juillet. Donc c'est les périodes où on travaille le plus, donc c'est vraiment la période où faut être là, quoi. Du coup, ça commence bien avant les Fashion Week. Il y a ce qu'on appelle les fittings, donc ce que j'ai fait chez Chloé. Donc c'est ce qu'on appelle les essayages. En gros, la marque a besoin d'un mannequin pour créer le vêtement et il le confectionne sur le mannequin. En fait, une fois qu'ils ont choisi un peu leur mannequin, ils vont créer sur mesure les vêtements sur les filles qui seront ensuite pour les défilés, etc. et non pas l'inverse. Alors du coup, ils vont choisir un mannequin qu'on appelle un mannequin cabine qui va en quelque sorte servir de porte-manteau et ils vont faire toute la collection par rapport aux mensurations de ce mannequin. Donc en fait, c'est quand je te disais que c'était fatigant, c'est que tu restes des heures debout, vraiment droite comme un piquet. Pendant à peu près, c'est des journées des fois qui vont de 8 à 12 heures, tu es sur des talons et tu changes de pièces à chaque fois, donc ce qu'on appelle une pièce, c'est-à-dire un vêtement. Ça commence, c'est des toiles, après ça devient des prototypes et ensuite ça devient un vêtement final. Tu vois toute l'évolution en fait en fitting du vêtement et tout ça est fait sur ton corps. Tu fais une pièce, mettons un t-shirt, une veste, c'est très chiant parce qu'il faut bien rester droite. Moi qui me suis très courbée, je dois bien me tenir droite, rentre le ventre, reste droite. Et c'est ça pendant, par exemple, Chloé, j'ai fait ça 3 mois, c'était du lundi au dimanche. Et mentalement, c'est très difficile. T'as quelques pauses, tu peux te proposer? Alors oui, t'as une pause pour manger. C'est tout. C'est très hard. Ça dépend des maisons. Après, t'as des maisons de couture qui travaillent moins sur mannequin. Et moi, j'ai beaucoup travaillé en fitting et souvent, c'était ça. Alors, des fois, c'est pas le week-end. Là, chez Chloé, c'était le week-end, mais c'est pas toujours comme ça. Après, ça varie. Des fois, t'as des journées, c'est que 6 heures. D'autres, ça va être 8. Il y en a, ça va être 3. Mais globalement, ça peut monter à 12 heures par jour. Et tu ne parles pas. T'es debout, tu restes debout, t'attends toute la journée. Donc, c'est très mentalement et physiquement. Franchement, honnêtement, pour avoir travaillé dans un McDo où le rythme est très soutenu, j'ai même travaillé, j'ai fait plein de jobs d'intérim, tout ça. Honnêtement, pour moi en tout cas, c'était beaucoup plus cool et moins difficile que ça. C'est surtout qu'en plus, tu ne peux pas parler, tu peux pas bavarder, tu peux pas être en contact avec les gens. Alors tu vois, mais bon, ils sont en train de travailler, tu vas pas commencer à discuter avec... Enfin, tu peux, ils sont dans leur truc, tu vois, tu vas pas commencer à... Et moi qui suis très bavarde, tu le sais, c'était un peu compliqué pour moi. Pendant 3 mois, ça a été métro, boulot, dodo et avec un isolement assez puissant, je trouve. Ouais. Mais alors, du coup, après ces fittings-là, t'as d'autres types de jobs? Alors ensuite, après les fittings, donc une fois que leur collection est terminée, t'as les défilés, donc c'est la Fashion Week. Donc les défilés, là, c'est cool, les défilés, c'est plutôt sympa. C'est vraiment la partie la plus douce et amusante. Tu te fais maquiller, coiffer, tu répètes, tu papotes, tu défiles du coup. À la fin, t'as toujours ta petite coupe de champagne, voilà, et tu te casses, en fait, tu rentres chez toi et t'es payé, voilà.
Si t'arrives à faire que du défilé et tout, c'est vraiment la partie la plus cool. T'es sur le podium, tu te sens puissante, là tu marches comme ça, tu fais la belle et, et voilà. T'as dû apprendre à marcher avec des talons? Alors là, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu n'importe quoi par moment. Moi, on m'a jamais appris à travailler, on m'a un peu lancé comme ça, on m'a balancé dans le tas, vas-y, débrouille-toi. Moi, on m'a préparé à rien. Après, il y a des filles qui ont eu des cours de marche, tout ça, ça dépend. En fait, c'est un peu aléatoire. C'est quand ils ont le temps ou pas, c'est sur les castings en regardant et tout, à force que j'ai vraiment appris. T'as appris sur le tard, quoi. Exactement, c'est vraiment un métier que tu apprends sur le tas, même si on va t'apprendre à marcher ou quoi, on ne te prépare pas au casting, on ne te prépare pas à ce qu'il va y avoir après, quoi. C'est vraiment, t'arrives, en plus, généralement, les filles sont super jeunes, faut être solide, faut être un minimum endurci. Ça doit faire bizarre, n'empêche, quand t'es dans le milieu depuis un petit moment et que tu vois des bébés arriver, quoi, des gamines, enfin... Ouais, moi j'essaye de discuter avec elles, d'essayer de leur donner 2-3 conseils tout le temps parce que moi j'aurais bien aimé qu'on me donne des conseils comme ça, donc j'essaie un peu de leur dire ce qui les attend. Enfin, je veux dire, faites attention à ça ou à ça parce que c'est vrai que c'est un milieu où il peut y avoir pas mal de choses pas top. Et tu m'as dit aussi que tu faisais des lookbooks et des showrooms, c'est ça? Tu peux expliquer la différence? Alors du coup, les showrooms, dans les shootings, t'en as plusieurs. T'as ce qui est par exemple e-commerce. Le e-commerce, donc ce qu'on voit sur enfin, tout ce qu'on achète en ligne. Par exemple, mettons La Redoute, ce genre de choses, Zalando, Asos. Ça, c'est des shootings e-commerce. C'est multimarque, donc à la journée, il faut shooter à peu près 100 à 150 pièces, qui est énorme. Donc toute la journée, tu t'enfiles des vêtements. Tu fais une photo face, profil, dos et tu te prends des flashs, clac, clac, clac toute la journée. C'est à devenir vraiment épileptique, tu vois. Changer 100 fois de fringues dans la journée, mon Dieu. Oh. Ouais, ouais. Tout ce que je déteste avec les fittings, c'est vraiment les deux boulots que j'aime pas du tout. C'est très répétitif. Toute la journée, tu réfléchis pas. Tu fais tac, 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 tac. Si tu commences à regarder l'heure, c'est fini pour toi. Après, c'est... Et t'as l'impression d'être considéré comment à ce moment-là? Enfin, genre, les photographes, ils sont agréables, ils sont gentils et genre, ils te considèrent vraiment comme une personne ou t'es vraiment un objet sur lequel on pose des fringues? Alors ça dépend, vraiment ça dépend des clients, ça dépend de comment ils sont. La plupart du temps, moi je trouve ça va, ils sont plutôt sympas, ils essayent de faire attention, même si bon après c'est le métier qui veut ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas tout le temps non plus nous chouchouter. Et donc du coup, pour en revenir au shooting, après t'as les lookbooks. Il me semble que c'est plus quand les marques ont besoin de montrer à leurs clients, voilà, c'est des photos très simples. Et ensuite, t'as les campagnes, mais là, les campagnes, c'est plus les top modèles, tout ça, faut être un peu dans le game. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu apprécies le plus et le moins dans ton job? Et est-ce qu'il y a des choses que tu refuses systématiquement ou sur lesquelles tu déroges pas avec les agences ou avec les photographes? Ce que j'aime beaucoup, c'est la liberté et la flexibilité du métier parce que c'est vrai que déjà, tu peux partir en vacances quand tu veux. Tu as le droit, par exemple, de refuser un job ou non si t'as pas envie de le faire. Bon, généralement, on dit pas non parce qu'on dit pas non à du boulot. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi, ça me laisse beaucoup de temps à côté pour écrire, pour vraiment faire mes projets personnels. Si on arrive bien à travailler, il y a un niveau de vie assez satisfaisant. Tu peux bien gagner ta vie en peu de temps. Si tu travailles très bien 3 mois, tu peux être tranquille pendant plusieurs mois après. Toi, aujourd'hui, la moyenne que tu peux te faire en net chaque mois, on va dire sur une moyenne, tu vis avec combien? C'est très récent que j'arrive à avoir vraiment des salaires à peu près tous les mois, parce qu'avant c'était très aléatoire. Je pouvais par exemple en un mois me faire 5 000 euros et le mois d'après gagner que 200 euros. Par exemple, je pouvais travailler, me faire 2 000 euros, 2 500 euros pendant 3 mois et après pendant 4 mois gagner 180 euros, 400 euros. Donc en fait, à l'année, tu peux gagner entre 13 000 euros l'année ou alors 20, 30 000 et après ça peut augmenter, ça dépend en fait. Mais après, une fois que tu es vraiment lancé, que tu deviens vraiment professionnel, moi, ça fait 3 ans que je fais ça. J'ai des clients assez récurrents. Enfin, j'ai moins de problèmes aujourd'hui. Mais sinon, honnêtement, par mois, je suis environ à entre 1 800 et 2 500. Sachant que tu as quand même vachement de temps libre pour toi, quoi. Exactement. Par exemple, si tu fais un showroom, c'est quand la collection est terminée, elle est exposée sur des portants dans une salle. Tu as les clients qui viennent, qui ont par exemple, mettons les Galeries Lafayette, qui ont un magasin comme ça avec plein de marques, ou alors juste une boutique de la marque. Prenons au hasard par exemple Balmain, j'ai travaillé pour eux pendant 1 an, je faisais leur showroom. Et donc du coup, par exemple les Japonais viennent, les Italiens viennent, et tous les clients viennent acheter des pièces pour les revendre dans leur magasin. Et donc en fonction de leur clientèle, ils vont pas acheter les mêmes choses. Donc ça, c'est un showroom et toute la journée, donc on enfile les vêtements et on les présente, on passe devant des tables, eux ils sont avec des commerciaux, voilà, c'est assez détente, ça peut être très chaud physiquement, mais c'est plutôt cool, t'es entre mannequins, c'est sympa. Et ça par exemple, un showroom, ça dure 5 jours, et globalement tu te fais 1 800 euros. Pourquoi donc je fais 1m63? Pourquoi? Non, je rigole parce qu'en vrai, je pense que je pourrais pas faire ce que tu fais. Enfin, c'est vraiment... Enfin, comme tu le dis, je pense qu'il y a des choses aussi que t'aimes pas.
Ce que j'aime pas vraiment, c'est surtout la solitude et l'isolement. C'est ça qui est le plus difficile, surtout quand je suis arrivée à Paris, parce que j'ai directement travaillé. Donc j'étais en plus en essayage, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas la chose la plus facile. On est vraiment en retrait. Pour moi, il n'y a pas vraiment de moyen de me faire des amis parce que c'est aussi un métier où tu changes constamment d'équipe. Donc, t'as pas de collègues fixes. À force, quand t'avances, tu connais ton agence, tu connais les autres mannequins. Mais bon, les bookers, c'est pas forcément les personnes les plus sympas ou les plus fréquentables, on va dire. C'est surtout que pour eux, t'as un peu un grain de sable dans l'univers. T'es pas grand chose. Des nanas, il y en a partout. Moi, il m'est jamais rien arrivé de bizarre avec eux ou de choses déplacées. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça où il y en a, c'est des connards, quoi. Il se passe des choses pas nettes. Moi, il m'est jamais rien arrivé, mais j'ai entendu des choses qui sont vraiment pas cool. Ressemble à du harcèlement? Ouais, mais ça, c'est pas un scoop. Ou alors, bon, on va te mettre une main en bas du dos, au niveau des reins, tu vois, genre, ah, ça va, oui, ça va, et toi? Bon, on m'a jamais touché le cul, mais c'est vrai que mettre une main en bas du dos, c'est comme si vérifier si tes reins, ils étaient toujours là. Oui, ça va, je suis en bonne santé. Qu'est-ce qui fait que tu as évité ce genre de comportement? Je suis très distante, très froide. Bien sûr, ils sont pas tous comme ça, hein. Je dis ça, mais il y en a beaucoup quand même. Il faut pas se mettre à sortir avec eux en boîte et compagnie. Moi, j'ai entendu des histoires des jeunes filles qui venaient de l'Est, ou même des Brésiliennes, des Américaines qui n'ont pas de visa. Si elles veulent travailler, en gros, il y en a, il y a des bookers, c'est si tu veux travailler, bah, tu couches avec moi, sinon, oui, je te fais pas bosser. Parce que c'est eux qui choisissent si on travaille ou pas. Le pire, c'est que ces filles-là, elles sont aussi paumées, elles ont encore moins de personnes proches, peut-être qu'elles parlent pas bien la langue. Enfin, Exactement, elles parlent surtout souvent pas la langue, elles ont des fois, il y en a, alors pas toutes, mais il y en a qui ont du mal en anglais, et c'est là qu'ils en profitent aussi des fois pour te faire payer des trucs que tu devrais pas payer. Alors c'est vrai que nous, les Françaises, surtout qu'on est dans notre pays, nous, ils font pas nous faire des coups comme ça, parce qu'ils savent surtout, très je bien. pense qu'en plus, ils savent que quelque part, vous êtes peut-être plus alerte sur ce qui peut se faire ou pas se faire, Exactement. alors que ces filles-là, souvent, enfin, je pense, elles ont des familles qui sont dans la misère et elles sont prêtes à faire des concessions sur leurs principes et leurs valeurs pour envoyer de l'argent. Oui, exactement. Il y en a après, ils sont adorables. Il faut faire attention. Il n'y a pas que les bookers, il y a en dehors aussi. T'as plein de choses comme ça. Des promoteurs, c'est des mecs, la vingtaine, trentaine. Par exemple, les hôtels de luxe, les boîtes de nuit, tout ça, ils payent ces mecs pour ramener des filles. T'as des nanas qui font ça régulièrement. Et là, ça peut être aussi un monde dangereux. C'est le monde de la nuit et tout. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça. Mais comme, en fait, j'ai envie de dire, comme un peu partout dans ce genre de métier, comme je pense dans le cinéma, dans la musique. Est-ce que tu avais des préjugés avant de démarrer? Honnêtement, je connaissais rien au mannequinat, comme si ça n'existait pas dans mon monde, c'était une notion qui m'échappait. Je dirais pas que j'avais des préjugés, mais c'est vrai que les gens, en tout cas, maintenant que j'y travaille et que je connais le milieu, oui, les gens ont beaucoup de préjugés. Après, il y a des choses qui s'avèrent être vraies. T'étais pas trop branché vêtements. Ouais, voilà, même encore aujourd'hui, ça m'intéresse pas. J'ai jamais lu un magazine de ma vie, je regarde pas les défilés, enfin, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est trop superficiel. Après, il y a des gens qui sont passionnés. Moi, j'ai travaillé dans des maisons de couture, j'ai vu des gens vraiment qui étaient passionnés par le textile, par le vêtement, mais moi, je trouve ça très admirable, hein. C'est une belle passion. Dans la mode, ceux qui en font le plus qui se montrent le moins, et ceux qui en font le moins qui se montrent le plus. Et moi, c'est tout ce truc de notoriété, de star, de trucs, de machin, ça m'a toujours un peu refroidi. T'étais un peu garçon manqué. Quand j'étais petite, ouais, très garçon manqué. Même à l'adolescence. Alors en plus, j'étais très grande, très mince, j'avais pas de poitrine. Moi-même, j'avais l'impression d'être un petit garçon. J'étais pas à l'aise dans mon corps, tout ça. C'était un peu la période où c'était un peu compliqué. Donc du coup, c'est quoi les clichés qui reviennent le plus souvent? Alors bah t'as des clichés tout bêtes, comme par exemple quand on dit que dans la mode, ils sont tous gays. Ça, c'est plutôt vrai. Ça fait plus sourire qu'autre chose. Ce qui est plutôt vrai aussi, c'est par rapport au poids. Les agences contrôlent notre poids, ça c'est très vrai. C'est toujours très enrobé, hein. C'est pas, on va pas te dire t'es grosse. Non, ils vont te dire, ils vont prendre tes mensurations, ils vont te dire oh t'as un petit bidou. Ils sont très à l'aise avec nous, ils sont très sympas et tout, mais c'est souvent ça fait un peu faux la plupart du temps parce qu'ils sont comme ça un peu avec tout le monde. Alors ça dépend des personnalités, il y en a qui sont plus comme ça, d'autres non, mais c'est toujours très faut faire un petit détartrage là, si ça. Enfin voilà, ça c'est oui. Surtout que pour t'avoir vu en vrai, le petit bidou, je sais pas où est-ce qu'ils le mettent, hein, mais bon, Ouais. enfin bref. En fait, le truc, c'est que, tu vois, il faut faire à peu près entre 85 et maximum, il faudra faire 90 cm de hanche. Moi, je fais 92, 93 et franchement, honnêtement, je travaille très bien, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Et en fait, moi, ce qui me choque, parce que pourtant, je ressens pas trop ce truc, les dictats de la maigreur, tout ça.
Ça me touche pas, peut-être parce que j'ai énormément de recul par rapport à tout ça et que je vois ça comme un job alimentaire plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que quand ils te disent de perdre un centimètre invisible, parce que ça ne se voit pas, enfin, que tu fasses 90 ou 92 en hanche, qu'est-ce que ça va changer une fois que tu Ouais, vas... mais par contre, en termes de privation que ça implique, Par rapport au peu qu'il y a à perdre, ils vont te rentrer dans la tête et en même temps, ils vont te dire mange. Ils vont te dire mange. Moi, mon agence, ils me disent tout le temps, ah, tu manges, hein. Et après, ils vont t'offrir des pains au chocolat et compagnie. Et 2 secondes plus tard, ils vont prendre tes mensurations et te dire, oh là, il faudrait peut-être un tout petit peu perdre ici. Mais tu sais, ils le disent très gentiment, très. toi, tu arrives à avoir un recul quand même assez impressionnant à ton âge, mais des petites gamines de 15-16 ans qui se disent ah bah mince, il faut que je maigrisse, etc. Enfin, ça peut avoir des conséquences super graves, non? Bah justement, ouais, ça c'est ce que je te disais par rapport au fait qu'on ne réfléchit pas toutes de la même manière et qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes ambitions par rapport à ça. Moi, c'est vraiment, comme je te dis, c'est avec ça que je me fais de l'argent. Si demain ça marche plus, eh bien soit, au revoir. Je vais pas me mettre à perdre du poids parce que y a deux mecs qui vont me dire il faut que tu perdes 2 centimètres si tu veux faire tel ou tel job en fait. Hors de question. Et le problème, c'est que t'as des filles pour qui c'est vraiment un rêve, qui elles veulent vraiment être mannequins et elles ont justement le corps pour, donc tant mieux pour elles. Mais c'est vrai que moi, ça m'inquiète quand j'en vois me dire c'est vrai que là, il faudrait que je perde un petit peu et tout. C'est vrai que des fois, tu dis, mais tu veux perdre quoi en fait? Tu veux perdre un os ou comment ça se passe? Tu vois, il y a rien à perdre. Là, c'est un problème. Parce que qu'il y ait des critères, qu'il faut être grande, mince, tout ça, d'accord. Et on est toutes grandes, minces, machin, il y a rien à perdre, quoi. Faut arrêter. Là, moi, c'est un truc qui me... Puis en plus de ça, là tu dis ok pour le critère grande mince, mais en fait le truc c'est que ta morphologie est quand même plutôt minoritaire si on prend la moyenne des femmes françaises. Du coup, comment tu le vis ça? Comment tu considères ce milieu en sachant que ton physique et le physique des filles avec qui tu bosses ne correspondent pas finalement à la moyenne des femmes et que les femmes n'arrivent pas à se reconnaître en vous, entre guillemets. Enfin, et là je le dis avec des pincettes parce qu'en fait on est toutes différentes, on est toutes uniques. Pourquoi ce critère-là de minceur? Pourquoi ce critère-là d'être grande? Est-ce que des fois, tu vois des filles qui finalement se mettent à développer des TCA? Est-ce que, voilà, Alors, qu'est-ce que t'appelles les TCA? troubles du comportement alimentaire. Ah, punaise, c'est vrai, Ouais. t'es pas dans le game, meuf. Merde, pour une mannequin quand même. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça sur le fait qu'il n'y a pas de représentation. Un petit peu plus aujourd'hui. Quand tu vas chercher des vêtements en ligne, par exemple, il y a différentes morphologies maintenant. Alors peut-être pas sur tous les sites, mais il y a pas longtemps, moi, par exemple, c'est là que j'ai eu un peu un déclic. Depuis toujours, les filles que je voyais dans les catalogues, tout ça, bah, elles avaient le même corps que moi, donc je m'étais jamais vraiment posé la question de diktat de la mode, de qu'il faut être mince, machin et tout, parce que moi je me voyais, donc ça me faisait pas spécialement bizarre. Et honnêtement, je réfléchissais pas plus que ça sur ce sujet-là. Mais il y a pas longtemps, un mois, je cherche des vêtements sur un site, je sais plus lequel, et je vois différentes corpulences et tout. Et j'ai remarqué que toutes les filles qui étaient plus fortes que moi, qui portaient des robes, tout ça, je regardais pas, parce que c'est comme si la robe bah, n'était pas ma taille, donc je regardais pas, alors qu'il y a différentes tailles. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être usant de ne jamais être vraiment représenté, de toujours voir d'autres physiques, et même toi-même, c'est chiant, tu vas acheter des vêtements et tu vois pas ce que ça pourrait donner sur un corps comme le tien. Moi, je trouve ça très très bien qu'aujourd'hui, il y ait différentes morphologies, différents mannequins, même au niveau des couleurs de peau, tout ça, heureusement, ça a évolué. J'espère que ça va vraiment, vraiment continuer. Mais il y a eu quelque chose qui a été fait au niveau loi, non? Enfin, est-ce que ça, du coup, t'as vu une différence? Après, il me semble qu'il y a eu des évolutions législatives sur ce point-là. Alors, il y a au niveau du poids et de l'âge, normalement, aujourd'hui, alors c'est une charte qui a été signée par le groupe, c'est Kering et LVMH. Ils ont signé une charte, bah, déjà pour, entre guillemets, bannir la maigreur des podiums. Il y a ça, il y a par rapport à la maigreur et par rapport à l'âge aussi. En dessous de 16 ans, les filles n'ont plus le droit de travailler. Donc, tu peux commencer à travailler qu'à partir de 16 ans en agence, tout ça. Et après, pour le poids, on a une visite médicale à passer depuis, je crois que c'est 2017. Alors moi, je l'ai passée une fois. Ça Ouais. veut dire qu'avant 2017, aucune visite médicale n'était imposée? Non. Non, il n'y avait aucune visite médicale, non. Tu te rends compte comment c'est un comble, même par-delà l'aspect physique et tout. Normalement, dans n'importe quel emploi salarié ou, enfin bref, tu dois passer un certificat d'aptitude au travail. Oui, exactement. Donc du coup, oui, avant 2017, il n'y avait pas. Pourtant, on savait déjà qu'il y avait des problèmes de... Parce que pourquoi aussi? Parce que toutes ces marques, c'est des géants du luxe et tout, c'est des gens qui ont de l'argent. Avec l'argent, tu peux tout faire. Si t'as pas envie qu'il y ait une loi qui passe, moi, Ouais. ça ne m'étonne pas plus que ça. J'ai passé ma visite médicale en mars 2017 exactement. Et comme mon IMC était légèrement en dessous de la moyenne, j'ai dû repasser... Normalement, j'aurais dû repasser 1 an plus tard. Ça n'a pas été interdite pour autant. Non, j'ai pas été interdite parce que je suis quand même en bonne santé. Voilà, je suis vraiment à 17, je crois que c'est 18 et je suis à 17, 9 ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas été interdite parce que t'es interdit si vraiment t'es en maigreur. Physiquement, je suis en très bonne santé, je mange très Oui. bien. Comme tu me disais que tu mangeais plus que ton père et que les gens ils hallucinaient parce que t'as un métabolisme de turfu quoi. Enfin, c'est Ouais, juste ton poids de forme quoi. c'est exactement ça.
Donc voilà, donc j'aurais dû le passer en mars dernier. Et mon agence ne me l'a pas rappelé. Moi, je le savais très bien, mais j'ai voulu voir un peu s'ils allaient me relancer là-dessus. Et en gros, depuis mars, donc on est en juillet, depuis mars, je travaille pour plein de marques, de marques très connues d'ailleurs, sans certificat médical. Donc ils sont dans l'illégalité. Donc en fait, c'est un peu du pipeau. Ça a été fait que pour faire du bien vu, m'as-tu vu, de c'est bon, on prend soin de nos filles, quoi. T'as déjà vu des nanas, clairement, qui ne devraient pas défiler ou travailler? T'as des filles qui sont très maigres, qui mangent et qui sont quand même très 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 minces. Et c'est leur métabolisme qui est comme ça. Mais par contre, il y en a, tu vois, qu'elles sont décharnées, quoi. Elles sont pas, même tu le vois à leur teint, tout ça, tu le sens. Et tu penses que dans ce cas-là, quand il y a des cas un peu de maigreur avérés, tu penses que c'est parce qu'elles ont été forcées à perdre? Enfin, est-ce que tu vois des choses comme ça se passer? C'est un peu de loin que je vois tout ça, mais c'est vrai qu'il y a certaines agences, enfin mon agence encore, honnêtement, ça va à ce niveau-là, à part les histoires de centimètres aux hanches et compagnie, mais t'as des agences, oui, comme ça, comme je pense Elite, où c'est où c'est des agences où, ouais, comme moi, bon, je suis le petit mannequin lambda, je fais le petit showroom et tout, mais quand t'arrives à un niveau où tu commences à défiler pour des grandes marques et tout, là, ils vont te contrôler ton poids à mort. Ouais, là, tu peux avoir des nanas qui sont limite malades, quoi. Et je pense que ça existe encore aujourd'hui. J'en ai pas vu énormément, mais j'en ai vu quelques-unes. Et ouais, tu te dis merde. Est-ce que du coup, avec toute cette obsession qui est faite sur le corps des filles et sur vos corps, est-ce que tu as vu chez certaines personnes se développer des complexes ou des choses comme ça? Enfin, ou même toi, est-ce que du coup, tu as développé des complexes? Est-ce que ça devient quelque chose qui te préoccupe? Alors, à un moment donné, ça a été très léger, hein, mais ça a été un peu un complexe. Quand je prends du poids, c'est au niveau du ventre. C'est juste au niveau du ventre. Tu vois, tout le reste, ça reste normal et j'ai une grosse bouée qui arrive. Je me suis surprise à me regarder, à me dire, ah putain, à regarder mon ventre et me dire, ah, je suis peut-être un peu, pas grosse, mais enfin, peut-être que je perde. Pendant à peu près, ouais, 1 an, 2 ans, je faisais un peu plus attention, quoi. Et aujourd'hui, non, je me suis dit, stop, faut arrêter un petit peu. Mais même moi qui ai énormément de recul, ils ont Ouais. réussi à me rentrer ça dans la tête, tu vois, parce que tous les jours, tu es face au miroir, tous les jours, quand tu travailles, tu te vois en photo, tout le temps concentré sur ton corps. Et tu sais que si tu prends pas soin de ton corps, tout ça, tu sais que salut, tu vas plus travailler, quoi. Le cliché du genre, elles bouffent rien, elles doivent tout le temps mettre plein de crème, tout ça, c'est vrai, c'est pas vrai? Comment tu prends soin de ton corps, du coup, voilà? Je fais même pas ça par rapport à mon métier. J'ai toujours aimé me faire des petits masques aux cheveux, au visage, tout ça. J'ai des périodes où je le fais, des périodes où je le fais pas. Honnêtement, il y a des fois où je prends pas du tout soin de moi et ça se voit pas. Il y a que moi qui le vois. Mais genre, j'ai pas fait de gommage au visage, j'ai des points noirs et tout et je m'en fous. Des fois, j'arrive, j'ai les cheveux sales, je les attache, au revoir et puis voilà, tu vois. Je me prends pas trop la tête parce que je suis assez, comment dire, je préfère y aller au culot comme ça. Après, c'est une question aussi pour ta santé. C'est sûr que de toute manière, on sait bien que si tu manges des burgers tous les jours, ça va pas être bon quoi qu'il arrive pour ta santé. Donc moi, c'est plus d'abord par rapport à ma santé et comment je me sens dans mon corps. Et ensuite, mon métier vient après. Ton rapport à ton corps aujourd'hui et est-ce qu'il a changé même depuis le début du mannequinat? Et puis comment tu définis et comment tu vois la beauté chez une femme? Alors que moi, quand j'étais petite et surtout adolescente, j'étais très très maigre. Surtout petite. Alors vraiment petite, j'étais déjà grande. Et ça m'a beaucoup complexée, surtout quand t'arrives au collège, lycée, que toutes tes copines commencent à avoir de la poitrine, que toi t'as vraiment rien. Les garçons, tout le monde se fout un peu de ta gueule. Ah, la planche à pain, ouah, ficello parce que t'es super grande. J'avais 11 ans, je faisais 1m63, donc 16 ans, 1m78. Donc j'ai beaucoup complexé par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai remarqué quelque chose. Quand j'étais au lycée, j'étais très prétentieuse, j'étais très narcissique. Maintenant que je fais du mannequinat, en fait, c'est vraiment bon point pour le mannequinat parce que je suis super à l'aise avec mon corps. Déjà, j'étais très pudique, je le suis plus du tout. Parce que bon, il faut savoir que t'es tout le temps à moitié à poil parce qu'il faut changer les vêtements et t'es que ça a l'air devant 15 inconnus, voilà. Après, quand j'ai commencé le mannequinat, j'ai commencé à faire un peu de sport, essayer de me muscler un petit peu. Et c'est vrai que j'aime bien mon corps comme ça. J'ai un peu épaissi, je suis beaucoup moins mince. J'ai pris confiance par rapport à ça et j'ai beaucoup lâché prise sur ça. Ce qui est un peu bizarre parce que c'est pas très cohérent par rapport à ce que je disais tout à Mais l'heure. Mais ça veut dire que finalement, dans la période où tu avais le moins confiance en toi, tu étais presque plus dans l'apparence et essayer de t'apprêter. On pourrait penser, oui, ah, ça va, t'étais mince, toi au lycée, t'avais pas de soucis. Bah, en fait, on a tous nos complexes. Et si la plupart des filles vont répéter, bah ouais, moi j'avais des formes et des rondeurs à cet âge-là, bah toi, au contraire, t'étais pas bien non plus dans ta peau, mais pour d'autres raisons. Et c'est intéressant de se rendre compte que on a tous, et toutes, surtout en tant que femmes, sujettes un jour ou l'autre à des complexes. C'est pas parce que toi t'étais mince que tu es moins légitime à être complexée par ton corps, tu vois. exactement.
C'est vrai que c'est souvent, bon, toi t'es pas à plaindre, en plus t'es mannequin, tout ça, mais j'ai été très complexée au lycée, collège, mais vraiment très complexée. Et oui, souvent quand t'es mince, c'est souvent, oh bah t'as pas à te plaindre, bah si en fait, parce qu'on se fout de ta gueule aussi quoi qu'il arrive, de toute manière. Enfin que tu sois grand, mince, épais, quoi qu'il arrive, petit, tu vas être moqué à un moment donné, donc. Comme tu le dis très bien, la beauté de toute manière, elle se juge pas à la taille, à la mensuration, et on a tous une beauté en nous. Je pense aussi que c'est que l'âge a quelque chose à voir là-dedans. Ce qui est drôle, c'est que il y a des filles, tu vois, qui sont dans les magazines, qui sont totalement dans les critères de minceur, de beauté, machin, et je les trouve pas jolies. Il y a pas de charme. Et au contraire, je peux croiser dans la rue des femmes fortes ou avec des rondeurs, des formes, et elles dégagent un truc. T'as envie de dire, mais meuf, t'es canon, quoi. C'est en ça que je me dis que c'est dommage qu'il y ait effectivement pas encore assez de représentation de tous les corps, etc. Et je sais pas si t'en as entendu parler, mais il y a un compte Instagram qui a été créé qui s'appelle On veut du vrai, avec justement une représentation beaucoup plus multiple des corps, des couleurs de peau, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu veux dire pour cette histoire de diversité. Il devrait carrément y avoir tous les types, parce que tout le monde voit ces affiches, tout le monde achète, tout le monde ci, tout le monde ça. Il faut bien sûr que tout le monde soit représenté, ça je suis tout à fait d'accord avec ça. Le seul petit truc des fois qui me gêne, c'est quand on dit que les mannequins ne sont pas réels, que ce genre de corps, ça n'existe pas. Alors si ça existe, on existe aussi, il ne faudrait pas non plus nous effacer, mais il faut remettre tout le monde, quoi. Le souci, c'est quand les photos sont falsifiées. Là, je suis d'accord, les photos sont retouchées. Après, au niveau des corps, honnêtement, c'est les corps qu'on a. Parce que moi, je me suis vue en photo, c'est pas vraiment retouché. Enfin, moi, je regarde mes jambes, sur la photo, ça va être la même chose. Ils vont pas trop retoucher. Le problème, c'est arrêter de choisir que des mannequins, que ce genre de filles, quoi. Parce que c'est clairement pas la réalité, je suis d'accord. Pour toi, la beauté, tu la vois où? Grande question, très philosophique j'aime. J'ai toujours pensé ça, c'est qu'il y avait deux types de beauté. La beauté plastique, esthétique, qui est plutôt subjective. Mais après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des visages très vilains. Vraiment, la vie n'a pas été sympa, quoi. On va pas non plus être hypocrite, je préfère être honnête là-dessus. Il y a des gens qui ont des visages angéliques, c'est très joli, mais en fait, ça peut être coquille vide. Je suis totalement d'accord. Après, il y a la beauté, donc qui est pour moi la plus importante. La beauté du cœur, c'est en voyant des personnes que je trouvais très belles, totalement infectes, vraiment méchantes et tout, et là, je les vois sans les dire, genre en une fraction de seconde. Ou au contraire, des personnes que tu connaissais pas avant, t'apprends à les connaître et tu te rends compte qu'il y a une beauté et tu finis par les trouver belles, en fait. Mais d'ailleurs, du coup, est-ce que tu penses que le monde de la mode, quelque part, entretient un peu cette vision de la femme objet? Alors oui, totalement. Pas que la mode, honnêtement. Je trouve vraiment pas que ça ait changé plus que ça. Dans les années 70-80, avec la libération de la femme, mais à un moment donné où je trouve que c'est allé trop loin. Et aujourd'hui, dès qu'il y a un sujet, dès qu'il y a quelque chose qui commence à évoluer, Ça part dans les extrêmes. exactement, et ça, je comprends pas pourquoi. Mine de rien, la société, de manière générale, entretient cette image de la femme objet, que ça soit à travers les magazines, à travers la mode, à travers etc. Et tu le disais très bien que on essaye de vanter que la femme se libère, mais en fait, c'est sous cet argument-là Exact. qu'on se permet de continuer finalement à exposer toujours d'ailleurs les mêmes corps et toujours des femmes et pas des hommes. Exactement. Mais je pense qu'aussi, de par tes différents choix, tu as dû forcément faire face toi aussi à des critiques. Peut-être que ça t'a rendue aussi plus forte. Par rapport à ma sexualité, parce que j'aime les femmes, je voyais des modèles hétéros partout à la télé, tout ça, et j'ai pas pu m'identifier, donc je connais tout à fait cette sensation de ne pas être représentée. C'est ce qui m'a aussi un peu amenée à vraiment respecter tout le monde. Et J'ai juste une question encore par rapport au milieu du mannequinat. Comment est-ce que vous évoluez entre vous en tant que mannequin? Est-ce qu'il y a des relations plutôt de complicité et de copinage ou plutôt de rivalité? alors, moi j'ai toujours trouvé que c'était plutôt un milieu où honnêtement, entre filles, on était plus dans l'entraide. On est toutes dans la même barque et c'est soit on rame tout ensemble, bah, soit on coule. Moi j'ai toujours ressenti ça comme ça, c'est nous les mannequins et en face on avait les agences, les marques et on est toutes seules. Après il y a aussi de la rivalité. Quand tu arrives sur un casting, tu as 60 filles, que tu sais qu'il y a une, voire quelques places, tout le monde a envie de travailler. Après tu as les filles de l'Est qui sont un peu froides, qui sont un peu au premier abord comme ça, elles sont pas toujours tendres. Il y a le fait qu'elles soient étrangères, qu'elles soient pas dans leur pays, qu'elles sont là pour taffer et qu'elles le veulent le job. Donc, enfin, moi honnêtement, je trouve que globalement, il y a beaucoup de solidarité, plus que Ouais, que de rivalité. ça se tire pas trop dans les pattes. Quand tu rencontres des personnes qui sont pas du tout de ton milieu et qui te demandent ce que tu fais dans la vie et que bah, tu dis bah, je suis mannequin, t'as déjà eu des réactions un peu bizarres? Les gens, quand tu leur dis, et surtout quand je rentre ici dans le sud, pour eux, c'est l'impression que c'est un truc de ouf. Ouah, t'es mannequin. Enfin, ils imaginent ça comme si c'est un métier. J'ai l'impression que des fois, les gens se rabaissent un petit peu et te regardent avec des grands yeux.
Il y a un cliché aussi, on parlait de cliché tout à l'heure, de préjugés, qui m'agace des fois, c'est ce côté à penser que les mannequins, elles sont connes ou alors qu'on n'est pas capable de faire des études. Je veux dire, moi, je connais plein de filles qui font ça vraiment pour gagner un peu d'argent à côté de leurs études. C'est bien de garder les pieds sur terre et de se dire, c'est pas parce que je fais ça aujourd'hui que je ferai ça dans 5, 10 ans, 20 ans, on verra bien. Et puis toi, vu que tes horaires sont assez souples, qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de ça? Là, en ce moment, je travaille sur un projet, donc je fais beaucoup de récupération d'informations. Je rencontre beaucoup de personnes pour essayer de discuter par rapport à mon projet. J'aimerais bien faire une sorte de série. Le sujet que j'aimerais traiter, que j'ai toujours voulu traiter, c'est plus la famille, les amis, comment les gens évoluent en groupe. J'aimerais bien parler aussi de toutes ces petites étapes par lesquelles on passe, de parler de la vie tout simplement en fait. D'accord. Maintenant qu'on arrive vers la fin de notre épisode, on va démystifier une grande croyance qui dit que les mannequins bouffent de la salade et des tomates. Moi, alors j'ai toujours beaucoup mangé, un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, je fais un peu plus attention, mais vraiment, comme je disais tout à l'heure, par rapport plus à ma santé, honnêtement, je mange de tout, mais je me prive pas. La plupart des mannequins, c'est des goinfres. Vraiment, c'est vrai. quand on attend sur nos boulots, il y a toujours de la bouffe. Tu prends 2 kilos, quoi. Tellement que tu manges. On va dire qu'il y a 2 catégories. Il y a la catégorie des filles qui font très attention, qui font beaucoup de sport, qui mangent super sainement. Et encore, celles-là, des fois, tu les vois sur Instagram, elles ont des gros burgers. Franchement, honnêtement, on mange. Hein. Ne vous inquiétez pas. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de la question de qui tu étais, de ce que tu faisais, quelle petite fille tu étais et quelle femme es-tu en train de devenir? Alors moi j'étais très créative, j'étais à la fois très sociable et en même temps très introvertie. Cette tendance à vouloir montrer une certaine force, vraiment d'être quelqu'un de fort parce que justement je sais qu'au fond de moi je suis quelqu'un de fragile. Je suis assez contente de ce que je suis aujourd'hui et de la manière dont j'ai évolué. En tout cas le mannequinat m'a beaucoup aidée. Ce que j'aime bien entendre de ta part là, c'est d'entendre que finalement c'est ta fragilité qui t'a fait autant devenir forte et un milieu aussi froid et aussi complexe que le mannequinat t'a pourtant appris à te libérer parce que tu as réussi à prendre du recul et à prendre le recul nécessaire pour faire de tes fragilités une force et je trouve ça vraiment génial puisque c'est maintenant le moment de le dire peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment dénoncer? La seule chose que j'ai vraiment envie de dire, c'est parce que je pense à toutes ces filles qui vont faire du mannequinat après moi ou qui commencent là tout juste, j'ai envie de leur dire surtout de prendre énormément de recul. Il faut prendre ça comme un jeu. Caroline, je te remercie infiniment pour ta participation. Moi, pour t'avoir vu et côtoyé, c'est vrai que je peux le dire et je peux le confirmer. Tu as une spontanéité qui est en décalage par rapport à ce qu'on pourrait imaginer des mannequins. Et donc, j'espère que ça inspirera des personnes. En tout cas, merci d'avoir parlé fort avec moi. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Puis, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort, beaucoup.